mes chers amis, et bienvenue à l'épisode 13 de La Voix de l'Archiviste. Ça fait longtemps, on s'était vu avec le podcaston il y a de ça déjà 1 mois et demi, et ça a été un grand succès. Merci pour vous d'avoir été des nôtres. La Voix de l'Archiviste est un petit podcast, mais on est maintenant écouté dans 19 pays, fait qu'on continue de grandir, puis je veux vous remercier pour votre support. Aujourd'hui, un invité que j'ai très hâte de vous présenter. Dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé de l'importance. L'archiviste vous a dit que c'est important d'avoir une souveraineté numérique, il faut faire attention à l'accès à l'information, les démocraties en dépendent. Et l'invité que j'ai aujourd'hui n'est peut-être pas un archiviste, mais archiviste à la maison, ça va vous intéresser anti-pépère parce qu'il y a une solution souveraine numérique au Québec. Un média social, justement, et je reçois le PDG ici, Philippe Larose-Cadieux. Bonjour, ça va bien? Salut Gabriel. Écoute, un grand merci de t'être déplacé, d'être venu ici pour parler de tes projets. Ouais, je suis vraiment content d'être ici. Ben, écoute, très content de te recevoir. Fait que, et je regardais ton CV, t'as été PDG beaucoup de fois dans ta vie. Ben, souvent, quand on est entrepreneur, évidemment, on a plusieurs chapeaux, là, puis l'idée, dans le fond, c'est toujours d'essayer d'innover, trouver qu'est-ce qui fonctionne, là. Donc, on peut dire que c'est pas notre premier projet, là. On a fait beaucoup de projets, mon équipe et moi, là, à travers marketing numérique, tout ça, là, puis aujourd'hui, on travaille évidemment très fort sur Club, là. Sur Club, et justement, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Club, pour les gens à la maison, c'est quoi exactement? Club, c'est à la base un réseau social qui est basé sur un logiciel libre, dans le fond, qui s'appelle Mastodon. Dans le fond, Club fait partie d'un réseau de réseaux sociaux qui s'appelle le Fait divers. Ce nouveau, on pourrait dire, nous, on appelle ça le futur des médias sociaux, là. Donc, c'est 43 000 réseaux à travers le monde qui sont interconnectés ensemble, qui sont compatibles, compte à peu près 13 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, nous, Club, on fait partie, dans le fond, de ce réseau-là. Puis, dans le fond, moi, la question que j'avais en réponse à celle-là, c'est de se lancer dans l'objectif de créer un média social. C'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qui vous a poussé que vous avez dit « Hey, on va le faire, nous ». Bien, nous, on travaillait depuis plusieurs années, assez longtemps, là, en marketing en général, marketing numérique. On développait des solutions, puis tout ça. Puis l'histoire, dans le fond, c'est qu'en février 2025, quand Donald Trump a annoncé les tarifs douaniers, nous, on proposait des solutions qui permettaient à des petites entreprises là, d'optimiser leur temps sur les médias sociaux, leur publication et tout ça. Mais là, quand les tarifs sont arrivés, tout le monde cherchait à remplacer son ketchup par du ketchup québécois. Ouais, exactement, ouais. Donc là, nous, on a eu un immense malaise parce que la majorité de nos clients, c'était des petites entreprises, des fleuristes, des restaurants, des coiffeurs, tout ça, des salons de coiffeurs. Et là, on leur proposait seulement des solutions américaines pour qu'ils puissent revendiquer l'achat local. Donc oh là, mon Dieu, ok, oui. il y avait un malaise. Là. Oui. Même qu'on s'est dit, est-ce que c'est fini? Est-ce que tout ce qu'on a fait, notre produit, est-ce que c'est fini? Il faut mettre ça en poubelle. Donc là, rapidement, on a dit, est-ce qu'on est capable, nous, de proposer une solution alternative québécoise ou du moins canadienne pour remplacer un Facebook, un Instagram, un LinkedIn, puis tout ça? C'est là qu'on a commencé notre exploration, puis qu'on a découvert Mastodon, le Fait divers, puis on a décidé de lancer, dans le fond, notre version Club qui fait partie de cet écosystème-là. Écoute, premièrement, félicitations, parce que c'est pas une mince affaire ce que vous avez fait. Puis là, on peut dire officiellement qu'on a notre média social ici au Québec. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, là, avant qu'on aille sur le fonctionnement de Club, comment ça marche. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup vendu avec votre projet, c'est que les données sont hébergées ici. Oui, l'avantage, dans le fond, du Fait divers et de la technologie, ça permet d'avoir, étant donné que nous, nos utilisateurs sont au Québec, mais nous, les données sont hébergées ici au Québec. Ça ne veut pas dire que c'est juste pour les Québécois. On peut toujours communiquer avec d'autres personnes ailleurs, mais des gens qui seraient en Europe, par exemple, ben, eux, leurs données sont probablement hébergées en Europe. Donc, tout le concept de souveraineté numérique, là, nous, on appelle ça la décentralisation, ça permet d'avoir un réseau qui est mondial, mais où chacun des utilisateurs ont leurs données qui sont hébergées localement chez eux. Donc, c'est super important. Donc, la souveraineté numérique, évidemment, vient s'insérer là-dedans. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que nous, le Fait divers, c'est un peu comme le futur des médias sociaux parce que l'ensemble de la planète s'en va vers ce concept de souveraineté numérique. Là. Tout à fait. Et si l'archiviste peut juste réenchérir sur quelque chose, non seulement c'est hyper important, mais on en a parlé à quelques reprises dans le podcast. Quand on met des archives, que ce soit souvent, en fait, qu'on les met en ligne numériquement, ben, il y a un enjeu au niveau de la sécurité. On a vu, en fait, j'ai juste le terme en anglais, breach, qui me vient en tête, mais des fuites de données confidentielles, c'est un enjeu qui est très sérieux. Et les données, si c'est pas nécessairement des fuites, ben, ils peuvent être vendus.
c'est quelque chose qui peut être justement vendu par un algorithme, qui peut être utilisé par de grandes compagnies. Et là, il y a un enjeu à se dire comment est-ce qu'on s'assure d'avoir le contrôle de nos données. Et là, encore une fois, c'est Archiviste qui parle, mais vous devriez être aussi en colère lorsqu'on prend vos données puis qu'on vous les prend sans votre consentement pour vous vendre quelque chose, au même titre que si quelqu'un rentre chez vous pour voler vos choses. La seule différence, c'est que quand ça fuit de façon numérique, il n'y a souvent aucune façon de rattraper ces données-là. Les dommages, une fois qu'elles sont causées, il est trop tard. Donc, le fait qu'on ait quelque chose, qu'on a le contrôle ici, qu'on a une souveraineté numérique, c'est hyper important, mais mettons, parlons plus de Club au niveau de ses fonctionnalités. Comment ça fonctionne, Club? Parce que moi, je l'ai essayé. C'est très différent de TikTok, Instagram, Facebook. Peux-tu nous parler un peu de quelques fonctionnalités? Ben, je pense que la plus grosse différence, étant donné qu'on ne vend pas de publicité, il n'y a pas d'algorithme dans la plateforme. Donc, nous, évidemment, on prend beaucoup le contrôle de son fil d'actualité. Là. Donc, on n'impose pas de contenu aux utilisateurs. Donc, ce sont les utilisateurs qui construisent leur fil d'actualité en fonction de leurs intérêts, leurs besoins. Là, on va parler évidemment des villes, des médias locaux, tout ce qui se passe dans leur communauté pour qu'ils puissent se bâtir un fil qui les intéresse vraiment. Donc, c'est sûr que quand on regarde les médias sociaux traditionnels, là, américains, chinois, il n'y a quasiment plus d'interaction. Les gens se font pousser du contenu et à travers ça, se font pousser de la publicité, évidemment. Mais l'idée, dans le fond, c'est de dire, on recule plusieurs années en arrière, là, comment est-ce que les médias sociaux fonctionnaient au tout début, là, un Twitter, un Facebook même à la rigueur. C'est un fil d'actualité qui est chronologique, sans filtre. Donc, par exemple, toi, si tu as 200 personnes qui suivent ton compte l'archiviste sur Club, ben, quand tu fais une publication, il y a 200 personnes qui voient ta publication. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'algorithme, pas de publicité. Nous, notre modèle de revenu ne vient pas de là. Ça permet d'avoir un réseau qui est transparent. Qui est transparent, puis j'avais vu un de tes posts sur Club, justement, que j'avais trouvé ça intéressant. Il faut réapprendre à créer son média social, parce que là, tu n'as pas d'algorithme qui garoche un paquet d'informations, et là, il faut que tu ailles chercher les hashtags qui t'intéressent, et là, mon club, moi, personnellement, ben, c'est beaucoup d'aspects archivistiques, c'est des affaires de sport également, parce que c'est celui que j'ai choisi, fait qu'il faut réapprendre un peu comment s'en servir. Ben, c'est plus, oui, il faut réapprendre, les gens, ils cherchent le contenu, oui. Mais quand tu crées ton compte, si tu suis personne, tu vois rien. Parce qu'il faut que tu suives des comptes pour pouvoir voir le contenu. Donc ça, c'est la première étape. Et aussi, c'est de faire des choix. Dans le fond, de remettre ce contrôle-là dans les mains des utilisateurs. Parce qu'en ce moment, sur les réseaux traditionnels, les gens que tu suis, ça influence plus ou moins ce que tu vois comme contenu, surtout quand on regarde des fils de vidéos courte durée, là, comme des Reels ou TikTok. Ils vont dire on met beaucoup d'accent sur la découvrabilité là, du contenu, mais c'est plus parce que l'algorithme pousse certains types de vidéos avec des intérêts, on pourrait dire, commerciaux derrière. Là. Donc, nous, on se concentre beaucoup sur être capable de savoir qu'est-ce qui se passe chez toi. Oui. Fait que d'être capable de suivre la ville, la municipalité, les politiciens dans les différentes circonscriptions, les entreprises locales, tout ça pour que les gens puissent justement savoir qu'est-ce qui se passe dans leur communauté. Ben ça, justement, on en parlait juste avant l'enregistrement, puis on va se lancer dans le vif du sujet. Moi, je trouve que, tout de suite, le lien que j'ai fait, vu que la majorité de mes clients, c'est des municipalités, c'est que les municipalités sont toujours à la recherche d'un moyen de rejoindre leurs citoyens. Et les municipalités prennent la souveraineté des données extrêmement au sérieux parce qu'ils en ont beaucoup, parce qu'ils en gèrent beaucoup. Les municipalités, vous comprendrez, ont beaucoup d'informations et ils veulent rejoindre les citoyens tout le temps. Et c'est vrai que dans les grands médias, Facebook, Instagram, c'est comme un océan et c'est un peu difficile avec l'algorithme d'aller cibler directement, alors que là, j'ai l'archive qui me vient en tête, là, mais voyons donc, là, tout ce qui est les posts sur les médias sociaux, ce qui va être le bulletin d'information municipal, qui veut s'adresser directement aux gens. Dans un système comme Club, c'est facile de créer un écosystème, d'aller chercher, par exemple, si moi je suis de Trois-Rivières, ben qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières? Oui. Fait que je trouve que c'est, pour des municipalités, c'est génialissime parce qu'ils pourraient directement communiquer avec les gens sans se ramasser dans un flux d'informations. Oui, parce qu'en plus, pour une municipalité, ils savent qui sont leurs citoyens. Ils le savent. Mais en ce moment, ils ne sont pas capables d'aller les rejoindre sur les médias sociaux parce que ces grands médias-là veulent leur vendre la publicité pour qu'ils puissent le faire. Donc, pour une municipalité, de payer de la publicité pour annoncer l'horaire de collecte pour les ordures, aucun sens, on s'entend. Ouais. Puis, ils ne peuvent pas non plus diffuser toute l'information dans une seule infolette, une fois par mois.
ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Tu veux pas avoir une infolette qu'il faut que tu défiles à l'infini pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un roman, là. C'est un format qui est un peu lourd aussi. Puis il manque l'aspect social un peu. L'aspect de discuter, de partage. Donc, l'idée d'avoir un compte, par exemple, pour la ville de Trois-Rivières sur Club, pour diffuser l'information au fur et à mesure qu'elle sort. C'est l'horaire de patinage libre à l'aréna, l'horaire de collecte, les nouvelles heures pour l'éco-centre, bref, toutes les activités municipales. Mais c'est sans filtre. Puis dans le cadre de Club, quand le citoyen reçoit l'information, ben c'est facile d'aller passer à travers. Puis entre ça, il va avoir de l'information de leurs amis, leur famille. Ça permet d'avoir un contenu qui est beaucoup plus léger puis qui se prête beaucoup plus à un volume d'informations qui est plus élevé. Puis c'est ça, dans le fond, dans votre campagne, ce que vous avez essayé de faire, c'est de créer justement ces réseaux locaux-là pour unir, en fait, un peu... je parle d'unir, mais c'est que c'est un problème qu'on peut peut-être parler maintenant. C'est sûr qu'avec les décisions qu'on a eues suivant l'adoption de la loi C-18, ce qui a fait que les géants de tel méta ont décidé que ils n'allaient pas payer de redevance aux médias, fait qu'ils faisaient juste bannir essentiellement tout le contenu là, médiatique que tu peux avoir sur Facebook. Ce que ça vient faire ici, c'est que nous, en tant que société, on n'a plus accès à de l'information qui nous concerne, qui sont émis par nos médias, notre communauté journalistique, parce qu'une super compagnie étrangère a décidé qu'elle ne se conformerait pas, puis too bad. Puis là, on se retrouve dans le néant à cause de ça. C'est sûr que le côté législatif d'imposer une loi comme ça, des fois, ça peut avoir des répercussions négatives. Là, on l'a bien vu parce que y a les bonnes intentions derrière la loi au niveau du gouvernement fédéral. Mais ce que ça a eu comme impact, c'est que Meta, clairement, n'a pas d'intérêt à diffuser du contenu journalistique. Puis ils l'ont prouvé parce qu'ils ont banni carrément non seulement les comptes de tous les médias canadiens, mais aussi les URL de leur site. Donc même, par exemple, un citoyen ne peut pas partager de l'information sur les plateformes de Meta comme Facebook. Donc, ce que ça a eu comme impact, puis ça, j'en parle beaucoup avec nos partenaires et nos clients, les médias, il y en a qui ont perdu 50% de leur trafic sur leur site web overnight, en une journée. Donc ça a des impacts financiers terribles pour l'industrie médiatique. 50%? Oui, 50%. Puis on parle pas de petits journaux locaux, là, des gros journaux. Donc ça crée vraiment un problème où non seulement la raison de cette loi-là, C-18, c'était parce que, même à ce jour, Facebook et Google ont 80% des revenus de vente publicitaire numérique au Canada. 80% à 2 compagnies. Donc là, les médias se partagent 20% qui restent. De ça, il y en a ils ont perdu 50%, donc on va dire 50% de leurs revenus qui provenaient de la publicité. Donc, le modèle où les médias se finançaient avec les publicités qui fonctionnaient pour qu'ils puissent faire leur travail, il est complètement à revoir. Là. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les médias justement pour leur redonner ce trafic-là pour qu'ils puissent aller générer des revenus. Donc, sur Club, quand les médias, parce qu'ils sont encouragés à le faire, on travaille avec eux pour les aider. Mettons, une radio ou un journal à Trois-Rivières publie du contenu sur Club. Premièrement, il n'y a pas de filtre, donc tous les gens qui suivent voient l'information. Et après, quand les utilisateurs ils cliquent pour aller voir l'article, là, ils vont sur le site du média pour que le média puisse aller, à son tour, vendre la publicité pour pouvoir financer son travail. Fait que nous, on les aide à leur donner plus de visibilité dans la plateforme, plus de trafic sur leur propre site web pour qu'ils génèrent plus de revenus. Puis là, la roue tourne de cette manière-là. Puis c'est hyper important. Puis là, l'archiviste, va falloir qu'il vous fasse, pas de morale, mais je sais que là, on est en pleine crise médiatique, puis on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les journalistes, les médias, c'est pas tant nécessaire. Dans une démocratie, c'est absolument obligatoire d'avoir des réseaux d'information et des journalistes. Fait que si vous êtes journaliste puis vous nous écoutez maintenant, c'est important ce que vous faites. Et c'est hyper important que les Québécois soient en mesure d'avoir accès à cette information-là, parce que le processus démocratique, je sais qu'on en parle beaucoup dans le podcast, mais malheureusement, la situation politique actuelle l'oblige, ça nous prend une accessibilité à l'information, à voir ce qui se passe chez nous et d'avoir cette liberté de presse-là, d'avoir plus d'une source qui est véhiculée pour être capable justement de se faire sa propre idée. Donc, encore une fois, je le réitère, mais de créer quelque chose non seulement qui est à la fois chez nous, c'est important, ça nous permet évidemment de sortir un peu de ça, mais
je pourrais jamais marteler assez à quel point c'est catastrophique que dans des grands médias qui sont encore très populaires, on n'ait pas accès à l'information qu'on devrait avoir accès. Mhm. Puis, on peut parler de démocratie, là. L'impact des algorithmes sur la démocratie est aussi non négligeable. Tu sais, tantôt, tu mentionnais le fait que les grandes plateformes peuvent vendre nos données à... Mhm. Non, c'est pas ils peuvent, ils le font. Mhm. C'est leur modèle d'affaires. Exactement. Ils vendent les données des utilisateurs à des annonceurs qui achètent de la publicité. En partant, c'est leur modèle d'affaires, donc ils le font. Mais le danger à travers ça, c'est que tu sais, c'est sûr que si tu partages une photo de ton chien sur Facebook, ben Facebook va choisir à qui il montre la photo de ton chien. Oui. Ça, les gens ont de la misère à comprendre des fois, mais l'algorithme choisit, et si tu as 100 amis sur ton profil, puis tu fais une publication, il n'y a pas 100 personnes qui vont recevoir ta publication. C'est Non. Facebook qui choisit, puis si tu as 5%, tu es chanceux. Fait que là, dans le cadre d'une photo de chien, il n'y a pas trop de risques. Mais si on remplace la photo de chien par Mark Carney qui fait une sortie, qui annonce la position du Canada face à une guerre, par exemple la guerre en Iran, Mhm. et que là, c'est l'algorithme Qui d'une décide. plateforme étrangère qui choisit qui voit les messages de notre propre gouvernement, ben là, c'est de l'ingérence étrangère, puis c'est là que le risque est vraiment très, très grave pour nous, parce qu'ils sont capables de contrôler cette information-là, que ce soit volontairement pour nous faire du tort ou pas. Il y a quand même cet aspect-là d'ingérence. Donc, l'information n'est plus accessible de manière égale. Oui. C'est carrément influencé. Donc, pour nous, on a lancé d'ailleurs une pétition au niveau du gouvernement du Québec pour leur demander d'arrêter de publier des messages du gouvernement sur ces plateformes-là parce que ça a un impact direct sur notre démocratie et nos institutions démocratiques. Puis justement, cette pétition-là, avez-vous eu des retours peut-être du gouvernement? Est-ce qu'il y a des... ça l'a-tu fait les petites vagues? Parce que vous avez raison, puis il l'a super bien expliqué. Juste ricocher sur ce que tu as dit. Essentiellement, c'est ça que ça fait l'algorithme. Ça détermine à votre place l'information que vous devriez avoir. Et là, tu as donné un exemple avec le gouvernement, que le gouvernement donne. Donc, c'est dans le processus démocratique, c'est essentiel. Donc, je voulais juste te relancer sur la pétition. Est-ce que ça l'a fait des vagues un peu? Est-ce que ça l'a suscité des réactions? Il faudrait que j'aille voir, on est rendu où au nombre de personnes qui ont signé, une couple de centaines, là, si je me souviens bien. L'idée, c'est qu'on veut accumuler un nombre significatif pour après aller faire une action. Oui. Donc, on a utilisé cette pétition-là pour évidemment en parler dans les médias nous supportent, donc ils l'ont partagé et tout ça. Mais c'est aussi pour démontrer où on se positionne, puis c'est quoi l'importance de ce qu'on fait. Parce que l'idée, c'est pas de dire on veut devenir Facebook. Nous, ce qu'on veut, on veut proposer un produit qui est meilleur puis qui répond à ces enjeux-là. Parce que quand on parle d'algorithme, l'algorithme, non seulement va choisir à qui il montre le contenu, mais il va le faire en fonction de ses intérêts personnels et évidemment au niveau des actionnaires pour générer toujours plus de revenus. Donc, c'est même pas une question de dire est-ce que je veux manipuler, c'est de dire quel contenu je vais proposer qui va me donner le plus d'argent dans mes poches en bout de ligne. Puis, excuse, vas-y. non, ben, j'allais juste dire, là, j'enlève le chapeau de l'archiviste, puis je prends celui de la personne qui a étudié en histoire, mais un des enjeux qu'on a beaucoup avec l'algorithme, c'est que ce qui est très payant, c'est le contenu qui est souvent très extrême parce qu'il fait réagir. Fait que là, on a des algorithmes, comme tu l'as super bien expliqué, qui, dans un intérêt financier, vont mettre de l'avant du contenu extrême parce que c'est évidemment ça qui va susciter une réaction chez les gens. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on a cette espèce de roue qui est très problématique dans nos médias actuels, c'est que c'est le contenu le plus intense qui est mis de l'avant en premier. Ouais. Et ça participe à une radicalisation à grandeur du monde là, présentement. Là, Oui, parce que la polarisation, ouais. c'est que les posts qui divisent les gens va générer plus d'émotions. Absolument. Donc, les gens vont se fâcher. Puis là, quand ils se fâchent, ben, ça crée plus d'engagement. Puis quand ça crée plus d'engagement, ben, les gens ils passent plus de temps sur les plateformes. Donc, plus ils passent de temps sur les plateformes, plus ces grandes plateformes-là peuvent aller vendre de la publicité. Donc, ils ont tout intérêt à justement créer du contenu qui va fâcher les gens, qui va les polariser pour justement éventuellement faire plus de revenus. Absolument. Puis écoute, tu parles de ton modèle d'affaires, pas d'algorithme. Mm-hmm. Moi, la première fois, en fait, j'avais lu sur le site, et on dirait que dans ma tête, c'était pas possible. Je me suis dit, comment est-ce que ça peut fonctionner un média social sans algorithme? On dirait qu'en 2025-2026, c'est impossible. Comment vous faites? Ben, nous, dans le fond, on a décidé de financer la gratuité du réseau
en vendant des outils pour les entreprises, les PME, les villes, par exemple, les médias. Donc, on a des logiciels qu'on commercialise qui permettent de financer la gratuité. Donc, ces outils-là, c'est des outils vraiment qui s'adressent plus aux professionnels qui veulent, par exemple, planifier leur contenu, qui veulent travailler en équipe. Donc, on a des alternatives à des plateformes que les gens connaissent peut-être, qui nous écoutent, mais comme Hootsuite ou Buffer, qui permet de publier sur plusieurs réseaux simultanément. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est outiller les professionnels en communication qui publient déjà sur ces réseaux-là pour qu'ils puissent intégrer Club dans leur comme média social qu'ils supportent, pour qu'ils puissent éventuellement faire une transition. Fait que notre stratégie, c'est vraiment de les outiller pour leur faciliter la tâche avec un coût qui finance la plateforme, mais qui est moins cher que ce qui est disponible sur le marché, qui est souverain. Donc, vraiment proposer un produit complet pour ces équipes-là. Ben non seulement c'est un produit qui est très intéressant. L'épisode n'est pas subventionné, mais je l'ai essayé, je suis satisfait. C'est content de voir qu'il y a des alternatives ici pour planifier ces médias sociaux parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Mais là où je veux en venir, c'est que là, j'avais lu justement que l'accès sur Club, c'est 18 ans et plus. Et vous avez maintenant Club École. Oui. Et ça, quand on s'était parlé il y a quelques mois, c'était pas là encore. Non. C'est quoi? Peux-tu me lancer là-dessus, s'il te plaît? Oui. Ben, étant donné que nous, comme je disais tantôt, on fait partie du fait divers, l'idée, dans le fond, c'est qu'il n'y a personne qui décide pour l'ensemble du réseau. Tu sais, on en parle de fédération, c'est quasiment un processus démocratique là, où tous ces réseaux-là travaillent ensemble, mais chacun applique les règles de son propre réseau localement à ses utilisateurs. Donc, dans certains cas, par exemple, il y a certains réseaux qui, évidemment, les réseaux qui permettent la pornographie sont sortis de notre réseau, mais il y en a certains qui vont être plus permissifs sur certaines choses, où ils vont dire, ben, vous pouvez proposer du contenu ou de personnes nues, mais il faut qu'il soit caché. Fait que dans le cadre des jeunes, ben, nous, on ne peut pas nécessairement bloquer et gérer. C'est très, très, très difficile. Donc, c'est pour ça que nous, Club, en ce moment, est 18 ans et plus. Et de toute manière, selon nous, les réseaux sociaux actuels, c'est pas tellement un produit qui s'adresse aux jeunes, même que les impacts sur la santé mentale, surtout au niveau algorithmique, c'est très, très néfaste. Puis, bref, au niveau de la cyberintimidation, puis ça, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc, nous, Club, pour l'instant, 18 ans et plus, pour justement répondre à toutes ces questions-là. Mais là, les jeunes, on ne veut pas les laisser non plus sans avoir accès à l'information. Donc, l'idée, avec Club École, on prend la même technologie qu'on fait avec Club, mais on crée des réseaux fermés pour les écoles secondaires du Québec. Donc, c'est la même technologie. Fait que chaque école aurait son propre réseau fermé, dans le fond. Oui, exactement. Et même que on peut créer un mini fait divers où les écoles ils ont chacun leur propre réseau, mais ils sont fédérés les uns les autres. Donc, ils peuvent, par exemple, quelqu'un qui va à une école secondaire, puis son ami va à l'autre école à côté, mais ils peuvent quand même communiquer ensemble. Et l'avantage de ça, c'est que là, c'est un réseau qui est fermé, donc juste les élèves, le membre du personnel, puis les professeurs qui peuvent échanger avec le contenu. Et dans le fond, on bloque carrément l'accès du monde, des personnes qui peuvent s'inscrire à ce réseau-là. Puis ce que ça fait, en fait, ce que je déduis, c'est que là, pour la modération, cyber-intimidation, c'est fermé, puis que juste, par exemple, le membre personnel de l'école qui peuvent intervenir, gérer, qui peuvent voir, c'est fermé, doit être pas mal plus simple à gérer, puis à justement... je veux dire, le terme contrôlé, là, mais que si, mettons, par exemple, il y a de la cyber-intimidation dans une école, bon, ben là, ça va sur Club Jeune, puis là, justement, on a ici quelqu'un qui fait l'intimidation, les profs le repèrent, les membres du personnel, ils peuvent faire une intervention, puis ça s'en va pas partout. Exact. Là. Je parlais avec une école aujourd'hui, puis ils disent, tu sais, s'il arrive un incident où il y a un jeune qui fait un graffiti sur l'école, ben ils vont l'utiliser à des fins pour l'éduquer au lieu de le punir. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait les jeunes d'avoir accès à des réseaux sociaux? On peut utiliser cet outil-là comme un outil pédagogique pour augmenter leur littératie numérique, pour qu'ils comprennent tous les concepts là, avec la désinformation, avec l'IA, comment se protéger en ligne. Il y a plein de choses qui sont super importantes à connaître dans notre société. Ben, l'école, c'est le milieu le plus favorable. Donc, l'idée, c'est de créer un environnement qui est sécuritaire
où ils peuvent justement développer ces réflexes-là puis développer ces compétences-là. Comme ça, quand ils terminent l'école secondaire, ben, après, ils peuvent migrer vers un autre réseau. Ça, je peux y arriver aussi, là, mais ils peuvent garder leurs amis, leur capital, migrer vers un réseau, puis là, avoir non seulement tous leurs amis qui suivent avec eux, mais ils savent comment agir sur les médias sociaux, puis continuer. C'est probablement dans vos produits, je pense, là, comme je vous dis, moi, quand j'ai rencontré Philippe, il n'existait pas encore ce produit-là, mais qui est peut-être le plus important parce que c'est un enjeu. Tu sais, les jeunes puis les réseaux sociaux, maintenant, on voit, ça participe à la radicalisation, à la cyberintimidation, ça participe à la dépression, c'est malsain. Sauf qu'on vit dans un monde où, sans médias sociaux, on peut pas leur mettre la tête dans le sable puis dire vous n'aurez jamais, puis c'est tout. C'est pas comme ça que ça va marcher. De toute façon, les jeunes vont toujours trouver une façon d'aller se créer un compte. Ils sont assez bons numériquement, mais d'amener justement une plateforme qui peut servir d'éducation, parce qu'il y a une éducation avec ces médias sociaux. Tu peux pas poster n'importe quoi à ces médias sociaux. Il y a des conséquences, même si tu es derrière ton téléphone. Il peut y avoir même des conséquences légales. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne. Trier l'information. Je refaisais un tour sur Facebook en préparation de l'épisode. Il y a beaucoup d'affaires complotistes puis, et de discours quand même très... pas backés par la science, je vais vous dire, qui n'est pas basé sur des faits scientifiques qui sont bombardés. Quand tu grandis là-dedans, quand tu vis là-dedans, c'est très dur de faire le tri, surtout avec l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus difficile à déceler. Oui, puis pour revenir au modèle économique, au modèle de revenus de ces plateformes-là, l'information, c'est pas important pour eux. Dans le sens que, tu sais, on parle plus de divertissement à un certain point oui, absolument. que on pourrait dire de rôle de citoyen corporatif. Là. Il n'y a pas d'intérêt pour Facebook de s'assurer que les faits qui sont diffusés sont vrais. Même que c'est des coûts supplémentaires pour eux qui font juste réduire leur profit. Donc, ce contenu-là, malheureusement, est disponible là, avec toute l'IA, évidemment, le contenu. C'est très difficile de décerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis, pour revenir à l'aspect de modération, en ce moment, s'il y a un cas de cyberintimidation au niveau des jeunes, ben, les écoles, ils n'ont aucun recours. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent même pas avoir accès au contenu. Non. Versus dans notre concept, nous, avec Club École, ben, étant donné que les écoles sont administratrices de leur propre instance, leur propre réseau social, ben, ils peuvent avoir accès au message directement. Donc, s'il arrive un cas de cyberintimidation, ben, ils peuvent agir selon le code de vie de l'école. Et même si c'est relié à plusieurs élèves, dans le fond, chaque école peut interagir avec leurs élèves indépendamment. Donc, ça crée un aspect de collaboration, dans le fond, entre les différentes écoles, qui est impossible en ce moment d'avoir sur Snapchat ou Discord ou n'importe quelle autre plateforme là, qui existe que les jeunes utilisent. Ben, c'est ça, justement, parce que étant donné que les écoles n'ont pas le contrôle là-dessus d'aucune façon, si ça se passe sur Discord, si ça se passe sur Facebook, sur Snapchat, c'est fini, il n'y a rien que tu peux faire. Puis malheureusement, justement, il n'y a pas de preuve qui peut être amenée, justement, comme tu disais, à avoir les conversations. Tu sais, ça peut être supprimé par la suite. Ils ne donneront pas l'information parce qu'eux autres, ils ont des politiques de confidentialité puis ils n'ont pas intérêt à te donner ça. Donc, c'est un enjeu particulier. Puis là, sa réponse, je pense, c'est un beau défi que vous vous donnez. C'est très important, mais il va falloir trouver un moyen de préparer les jeunes à faire ce tri dans l'information. Oui. Je vais parler encore comme un archiviste, mais trop d'informations, c'est comme pas assez. C'est très difficile. C'est important d'avoir l'information pertinente, d'avoir aussi une méthode pour l'analyser, pour la trier, structurer l'information. Si nos jeunes n'apprennent pas comment faire, comment gérer, traiter, structurer cette information jeune, dans un monde où l'information continue de monter en flèche, on s'en va tout droit dans un mur. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant que vous soyez... C'est une très bonne idée pour vrai. Là, je suis un petit peu surpris, mais peut-être qu'il y a une solution, puis peut-être c'est vous qui l'avez, je vous le souhaite en tout cas. Puis non seulement ça, mais pour aller plus loin, pour que les jeunes puissent justement avoir de l'information de qualité, mais nous, on peut inviter les médias pour qu'ils puissent diffuser dans les écoles. Pour que, par exemple, dans le cadre d'un cours d'économie, ben, on peut parler des impacts de la guerre en Iran, comme je mentionnais tantôt, sur l'économie canadienne. Donc, ça permet aux professeurs de pouvoir discuter socialement de ce qui se passe dans leur communauté, mais dans le monde. Fait que vraiment, de créer un produit pédagogique qui est super complet. Là. Ben, bonne chance. C'est Merci. Vraiment un super beau projet. Puis là, je veux t'amener sur le dernier aspect, Club Vidéo. Ça, c'est lui qui m'a accroché. Ouais. Club Vidéo, parle-nous de ça. C'est quoi, Club Vidéo? Ben, encore une fois, nous, Club, on fait partie du fait divers, mais il y a d'autres types de plateformes qui sont aussi compatibles. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est comme si tu avais un compte Facebook et tu suivais quelqu'un sur YouTube. Donc, l'idée, c'est que nous, Club Vidéo, c'est basé sur une solution qui s'appelle PeerTube,
qui est aussi compatible avec Club. Donc, même de Club, tu peux suivre des gens sur Club Vidéo. Mais c'est hébergé ici localement aussi. Donc, Club en ce moment vidéo est gratuit. Donc, tout le monde peut aller consulter les vidéos, aller regarder le contenu. Et Club vidéo, pour pouvoir mettre du contenu, ça prend un abonnement pro. Parce qu'évidemment, les vidéos, c'est très lourd en termes de fichiers. Oui, c'est excessivement lourd. Il y a des coûts reliés à ça. Donc, pour nos professionnels qui veulent avoir une place pour pouvoir héberger leurs vidéos souverainement ici au Québec, ben on inclut ça dans notre plan pro. Ben écoute, sur ce mot de fin, j'aimerais juste terminer avec un truc. Je crois vraiment à votre mission. Je pense que c'est vraiment important. Fait que j'annonce à la voix de l'archiviste que c'est le dernier épisode que je mets sur YouTube. À partir de la prochaine, ça va être sur Club Vidéo. Le lien, évidemment, va être dans la description. Club et vidéo, c'est gratuit en passant qu'on soit clair sans publicité. Si vous voulez publier, là, il faut s'abonner. Mais pour aller écouter, c'est complètement gratuit. Parce que l'archiviste peut bien vous parler d'accès à l'information. Puis c'est important d'avoir la souveraineté des données. Mais si je fais pas les actions qui vont derrière, j'ai l'air de quoi? Donc, à partir du prochain épisode, je vais vous inviter à me suivre sur Club. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, ça reste la même chose. Je veux que vous soyez en mesure de m'écouter sur la route. Mais pour l'aspect vidéo, c'est sur Club à partir de maintenant. Fait que bonne chance, parce que, encore une fois, je ne travaille pas dans les médias numériques, je n'ai pas cette expertise, mais en tant qu'archiviste qui a une inquiétude sérieuse à propos de la quantité d'informations qu'on reçoit et qui regarde nos démocraties tranquillement s'effriter, c'est une belle initiative, puis j'espère vraiment que vous allez réussir. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi d'être venu, merci à vous, et on se voit une prochaine fois. Souvenez-vous, vous devriez faire affaire avec un archiviste. Merci tout le monde.